Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et donc après ce buzz de la prise de parole d'Emmanuel Macron, beaucoup de prises de parole sur le terrain. Là, c'était sur TikTok, sur YouTube, pour cette rentrée médiatique, Philippe. Oui, et justement, on va vous poser cette question, puisque dans le dernier sondage IFOP pour Sud Radio, le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio, il perd 3 points. Emmanuel Macron, il a 3 points de cote de popularité en moins, alors qu'Elisabeth Borne, elle en gagne 2. On se pose cette question. Est-ce que la parole d'Emmanuel Macron est encore, vous me passerez l'expression, bankable? Est-ce qu'elle porte encore? A priori, en Afrique, pas trop, mais vous, est-ce que vous écoutez encore les propos du président? Ou est-ce que vous dites, écoutez, il parle, qu'il parle? Eh bien, appelez-nous au 0826 300 300. Et pour le moment, vous êtes 97% à penser que la parole d'Emmanuel Macron ne porte plus. En tout cas, on va demander à un expert, parce que nous, on appelle toujours des experts à l'aide. SOS Amitié Bonsoir. Et le matin, on a même Valérie, expert. Oui, c'est ça. Franck Tapiro est avec nous, publicitaire et spécialiste en communication politique. Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bonsoir, j'ai envie de dire, le fond de la piscine n'est pas très loin, il faut un petit coup de talon et on monte à la surface. Pour reprendre un peu votre dialectique de SOS Amitié que j'adore. Est-ce que Philippe Bilger, finalement, Emmanuel Macron fait de l'abus, de surexposition? Je crois. Et en fait, la question de Sud Radio, c'est de se demander si on l'écoute encore. Oui, si elle a du poids. Est-ce qu'elle pèse encore? Eh bien, il y a deux choses que je voudrais dire très rapidement. Je pense que sa voix porte de moins en moins parce que précisément, il a de moins en moins la voix présidentielle. Au fond, le premier point me paraît assez important, c'est que il se substitue de plus en plus à l'action ou à la parole des ministres, précisément parce qu'il sent que la parole présidentielle qui devrait être la sienne n'imprime plus. Et deuxième élément, c'est un dérèglement républicain parce qu'il confond le rôle de président avec celui des ministres qu'il ne choisit pas au hasard. Je pense qu'il y a une forme de jalousie chez lui, humain, trop humain, qui fait qu'en réalité, il a été jaloux d'Édouard Philippe à une certaine époque et qu'il est paradoxalement peut-être un peu jaloux de Gabriel Attal aujourd'hui. Et là, vous l'avez rhabillé pour l'hiver. Françoise de Gois qui, comme nous tous, a appris après le dérèglement climatique, le dérèglement républicain. Oui, et puis je pense qu'il y a une forme d'orgie de communication chez Emmanuel Macron. Il pousse au paroxysme la communication tous azimuts. Après, alors, deux choses à la décharge d'Emmanuel Macron. La première, c'est que 2 mandats, de toute façon, la parole est usée. Le deuxième mandat de Jacques Chirac n'est pas flambard, pas plus d'ailleurs que le deuxième mandat découpé en morceaux de François Mitterrand. Les Français connaissent leur président, s'habituent et s'usent. Lui, il y a quelque chose de totalement monomaniaque dans sa façon de prendre la parole sur tout sujet. D'ailleurs, il ne nous étonne même plus. Il n'y a même plus quelque chose qui peut vraiment nous percuter dans ce qu'il dit, vraiment rentrer dans notre vie. Ça, c'est un véritable problème, mais je pense qu'il s'en fout, si vous voyez ce que je veux dire. Il n'y a pas d'enjeu pour sa réélection. Il maintient son socle 22, 23, 24%, donc pour lui, tout va bien. Et son problème à lui est existentiel. C'est comment j'existe encore pendant 4 ans, alors que ma vie politique est de toute façon terminée, en tout cas momentanément, en 2027. Comment je suis encore le maître du jeu, comment je garde la maîtrise du jeu. Et ça, je pense que c'est une vraie souffrance pour lui. Jean-Marc Governatori. Mais notre président, il subit 2 boulets qu'il a fabriqués. Le premier, c'est la surcommunication, effectivement, mais il y en a un autre qui est la sous-réalisation. Si nos parents n'avaient fait que parler d'amour et ne l'avaient jamais fait, sur ce plateau, il n'y aurait personne. Et c'est exactement le cas du président. Il parle. Métaphore. J'aime cette image. Il parle, mais il ne produit pas. Il a par exemple dit entre les 2 tours que son second mandat serait écologique ou pas. Alors que rien ne se passe. Ou pas. Voilà. C'est le problème, c'est le ou pas. Franck Tapiro, quand vous entendez ça, est-ce qu'on est dans la justesse ou pas?
Si vous étiez dans la justesse, je crois que je ne serais pas là. Oh, mais calmez-vous, Franck Tapiro. Allez, ça va. C'est bien d'inviter les groupies de Macron. Je dis ça, je fais un petit clin d'œil pour mon amie Françoise de Gois. Parce que je sais très bien qu'elle m'appelle depuis des années le Macron de l'âtre. Bah oui, vous êtes la groupie de Macron, bien sûr, comme vous avez été la groupie de Sarkozy, mais ça c'est normal, vous avez le droit d'être groupie. Allez-y. Mais quand j'étais groupie, personne ne pensait encore ni à l'un ni à l'autre, ça vous le savez. Oui. Oui, au tout début. Non, je vais vous dire, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il s'adresse à un électorat qui n'est pas le sien, en fait. On oublie que quand même, parler aux jeunes, pour Emmanuel Macron, même si on l'a vu faire pas mal de choses avec des Carlito, etc., c'est pas ceux qui l'ont élu. Hein. Et vous le savez très bien, la structure de vote par rapport à Emmanuel Macron, c'est plutôt les seniors. Donc, en fait, il est dans une opération aussi séduction. Pourquoi les jeunes? D'abord, c'est la rentrée. Ça, je vous apprends rien en disant ça. Mais deux, parce que le fait d'avoir nommé Gabriel Attal, qui est quand même un peu son dauphin, c'est très important parce que le marqueur présidentiel, c'est la jeunesse, c'est l'éducation. Il l'a dit. Le premier quinquennat, c'était les retraites. Bon, pas de bol, ça a été fait dans le second quinquennat. Mais là, il a intérêt vraiment à aller au bout de toutes les réformes qu'il veut faire en éducation. Deuxième. Et troisièmement, il va s'adresser aux jeunes parce que, encore une fois, il sait très bien que dans ce pays et partout ailleurs, partout dans le monde, regardez, on dit que les jeunes s'intéressent de plus en plus à la politique, mais ils votent de moins en moins, c'est quand même assez curieux. Donc en fait, il faut réintéresser les jeunes à la chose politique. Il faut réintéresser les jeunes à l'engagement citoyen et démocratique. Et ça passe par le vote. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, si on continue comme ça à se dire, on dit oui, mais c'est pas grave, les jeunes à la marche, c'est pas très, très important, on n'arrivera pas finalement à construire les 20 prochaines années qui vont être très importantes, sachant que aujourd'hui, quand on parle par exemple d'écologie, on sait très bien que les leaders en écologie ne sont pas les seniors, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui angoissent pour l'écologie. Ce sont les jeunes qui font ce qu'on appelle du reverse mentoring, c'est-à-dire ce sont les enfants aujourd'hui qui rééduquent leurs parents, etc., etc. Donc on voit que les nouveaux moteurs de la démocratie sont les jeunes. Donc pour moi, en termes de stratégie, il a raison de se dire, je vais parler aux jeunes, je vais leur parler des sujets qui les intéressent. Pardon ? J'attendais la fin. Il avait raison, c'est la phrase la plus importante en fait. Réaction de Philippe Bilger. Évidemment, on parle de politique, on parle pas de. Oui, mais je parle de politique. Juste de communication. Franck, si vous permettez, je suis frappé de voir, et sans ironie, que vous parvenez à présenter de manière cohérente une stratégie qui, au contraire, de mon point de vue, donne l'impression d'une sorte de spontanéité désordonnée. En quelque sorte, on a l'impression qu'il cultive comme ça des catégories électorales et que derrière, il n'y a pas véritablement un dessein. Il va vers les jeunes, mais comme demain, il ira vers les gens peut-être un peu plus âgés, et puis demain, il fera autre chose. Vous avez vraiment l'impression qu'il y a une pensée derrière tout cela et pas une sorte d'immense démagogie qui espère en recueillir les fruits, en tout cas pour ceux qu'il va soutenir. Franck Tapiro. Mais attendez, si on ne parle pas de stratégie de démagogie, on arrête de parler de politique. Il faut arrêter un moment. On n'est pas là, on ne fait pas de l'improvisation quand on est président de la République, de la 5e puissance du monde. Donc encore une fois, ce n'est pas de l'impro. On fait de la politique, on essaie de concerner un public. Et de concerner un public qui n'est pas forcément, encore une fois, un public votant. Et c'est ça qui est terrible. On se plaint chaque année, mais ce qui est extraordinaire, c'est que la France est toujours extrêmement prétentieuse en parlant de démocratie. Mais est-ce qu'on peut se targuer d'être un pays démocrate quand on sait que 25% des gens et des votants ont été élus un président de la République? Est-ce qu'on peut admettre qu'un pays soit démocrate et que les jeunes se disent finalement pas voter, c'est pas grave? Non, alors Franck, je m'inscris en faux avec ce que vous dites, parce qu'à la présidentielle, les jeunes ont voté. Ils ont quand même beaucoup voté. Ils ont voté certainement pas beaucoup. Je suis d'accord avec vous, mais vous pouvez pas. Je comprends que vous fassiez de la post-théorisation permanente en nous expliquant que tout est pensé. Bien sûr que non, rien n'est pensé. Nous sommes dans une communication assurée et par part de marché. Vous comprenez? Et là, je rejoins tout à fait Philippe Bilger. Et en plus, là où vous êtes très fort, Franck Tapiro, parce que vous êtes très fort,
c'est d'arriver à nous caser et à nous coller, évidemment, Gabriel Attal comme dauphin. Jésus-Marie-Joseph, pitié, merci beaucoup. On va pas commencer la campagne maintenant pour Gabriel Attal. Mais oui, mais non, évidemment que non. Allez, Françoise, on passe à Jean-Marc. C'est intéressant ce que disait M. Tapiro, parce qu'il parlait de nous comme 5e puissance mondiale. 5e puissance mondiale, c'est quand M. Macron a été élu en 2017. Aujourd'hui, on n'est plus que la 7e. Oui. Après 7 ans de mandat. Oui, c'est pour ça que j'ai fait un petit sourire quand j'ai dit 5e. Enfin, il n'est pas responsable de tout non plus, il ne faut pas que c'est pas responsable de tout. Franck Tapiro. Oui, allez-y, je vous laisse finir. Allez-y, pardon. Non, mais allez-y, relancez-moi justement. Non, mais c'est... Sur Gabriel Attal, c'est passionnant. Il nous vend la lessive Gabriel Attal après le paquet de savon. Moi, je voudrais prendre juste un petit peu plus de hauteur et de comprendre quelque chose. Est-ce que quand on est président de la République, parce qu'on l'a vu tous, il fait les annonces, et tout le monde le dit, et on le voit, il fait les annonces avant les ministres, est-ce que finalement, un président de la République, un vrai président, effectivement ce que vous disiez tout à l'heure, Philippe Bilger, a besoin de faire des annonces pour avoir une parole qui compte, en fait. Est-ce que c'est pas ça son problème ? C'est-à-dire que, moi je me souviens, alors pardon, j'ai pas 1000 ans, mais je suis pas de la dernière, enfin bref, peu importe, mais j'avais l'impression, moi, que les présidents de la République n'avaient pas besoin d'annoncer qu'il allait mettre 5 milliards là, ou il allait faire ça, pour être entendu et écouté. Est-ce que c'est pas un problème aujourd'hui ? J'ai connu un autre personnage politique qui faisait ça, évidemment, c'est Nicolas Sarkozy. Oui. Quand il était, non pas Premier ministre, mais premier des ministres à Beauvau, je me permets de parler au nom de tous les autres ministres. Donc il était déjà Premier ministre potentiel. Et quand il est devenu président, il était en fait finalement le porte-parole de tous les ministres, puisqu'il parlait ou pour eux ou à leur place. Alors aujourd'hui, n'oublions pas que ça n'a pas porté bonheur à Nicolas Sarkozy, qui a fait qu'un mandat, et on sait dans quelle situation. Aujourd'hui, on a un Emmanuel Macron qui n'est pas du tout dans la même situation. Il fait un 2e mandat, et encore une fois, il ne pourra pas se présenter une 3e fois pour l'instant, mais l'avenir, après, il nous dira, il n'a pas le droit de faire 2 mandats de suite, mais pourra en faire un 3e beaucoup plus tard. Il est jeune, et rien ne peut l'exclure. Donc il a besoin aussi de montrer qu'il n'est pas, vous savez, comme beaucoup de présidents de la République, qui sont en roue libre. Ça, je ne supporte pas, qui sont en roue libre dans le dernier mandat, et qui laissent les choses se faire. Lui, c'est un hyperactif. Il a besoin peut-être de montrer qu'il est toujours aux commandes. Il a besoin de montrer qu'il ne va pas laisser les choses se passer comme ça, qu'il a besoin d'être au front. Et ben moi, je préfère un président de la République, quel qu'il soit, au front, plutôt qu'un président de la République qui est en retrait, qui essaie un peu de faire un peu de livre d'histoire, qui essaie un peu de faire des voyages présidentiels à la Gorbatchev, on sait où ça l'a emmené. Non, il essaie d'être sur le terrain. Donc je suis désolé, mais moi, s'il prend des sujets comme ça à bras-le-corps et à bras-le-cœur, eh ben c'est plutôt rassurant. On va au 0826 300 300. Stéphane, notre vraie voix du jour. Est-ce que vous pensez, vous, que Emmanuel Macron, sa parole est encore audible ou pas ? Alors, en fait, pour réutiliser un mot de Philippe Bilger, c'est ça. Est-ce qu'en fait la question, on peut la résumer à est-ce que Macron imprime encore ? Et je pense que oui, Macron imprime encore et toujours plus qu'avant. C'est-à-dire que Macron, c'est 600 milliards de bons du Trésor. Et c'est une imprimante incroyable, d'une efficacité formidable. Je rappelle, c'est 600 milliards de dettes, mais les bons du Trésor, c'est américain. En France... c'est d'équivalent. Il y a quand même des bons du Trésor. Alors, les pas des bons du Trésor. C'est fini aussi. C'est l'équivalent. Donc il imprime effectivement. C'est une dette qui est plus colossale. Je crois qu'il a fait en un mandat l'équivalent de la dette de Giscard, Pompidou, Mitterrand et Chirac réunis. Donc c'est fantastique. Plus sérieusement, ce qui m'inquiète, c'est que justement... Ça Covid, mais bon, voilà. Ça compte pour une toute petite partie. Non, on peut pas. Oui, mais là-dessus, on peut pas non plus lui reprocher ça sur le Covid. Il faut pas exagérer non plus. On peut lui reprocher les 3/4 de la dette quand même. Allez-y, Stéphane. Mais non, plus sérieusement, ce qui m'inquiète, c'est qu'il imprime pas plus que d'habitude. C'est-à-dire qu'il est à un plafond de 25-30%. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on entend ici et là des possibilités d'un 3e mandat. Et on a des petites informations qui sortent comme ça. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'on a l'impression que notre démocratie, je crois que c'est Villepin qui disait que notre démocratie n'était pas une vraie démocratie, mais une démocratie d'opinion. On a l'impression de plus en plus que c'est une démocratie complètement vérolée. C'est-à-dire que même avec 25%, il est capable, en fait, il pourrait effectivement repasser et faire un 3e mandat. Et je voulais réagir aussi à ce que me disait Monsieur Tapiro, qui m'a bien fait rire.
et qu'utiliser une formule un peu mitterrandienne, c'est-à-dire que l'avenir de la démocratie, c'est la jeunesse. Non, l'avenir de la démocratie, c'est le bon fonctionnement de nos institutions et puis un système médiatique décorrompu. Allez, si ce mot existe. Stéphane, Voilà. on laisse juste répondre Franck parce qu'il nous reste 15 secondes. Ça sert à rien d'avoir un très bon système qui fonctionne si les jeunes n'y croient pas. Encore une fois, moi je parle d'avenir, c'est pas pour faire du jeunisme. C'est encore une fois, on se gargarise avec la démocratie, mais elle ne fonctionne pas en France, la démocratie. 25% de votants pour une présidentielle, le vote pas obligatoire, pour moi, c'est une démocratie qui ne fonctionne pas. Donc, qu'on arrête de donner des leçons au monde entier, à l'Afrique récemment et autres, mais qu'on regarde plutôt ce qui se passe chez nous. Pour moi, le jour où les jeunes seront à 50% des votants, le jour où on aura le vote obligatoire, le jour où on élira un président de la République à plus de 50% du nombre de votants, là oui, on pourra dire qu'on a retrouvé la force de notre démocratie. On n'est pas dans la force de la démocratie aujourd'hui. Merci beaucoup Franck Tapiro, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à nos auditeurs, à Stéphane, merci Philippe Bilger, merci Françoise Degois, merci Jean-Marc Governatori, vous êtes bien amusé? Jean-Marc? Oui, parfait. Tout est parfait toujours. Ouais, et puis alors il fait des phrases très courtes. Alors ça peut être bien, mais quand on manque de temps, mais parfois c'est vide. Avec une petite moue, genre parfait. On dirait mon prof de maths. Allez, mais dans vous un disiez instant, jamais parfait.